Bonjour à vous, ODH Note, auditeurs et auditrices ou simples curieuses et curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview des mémoires de l'ufologie française ou francophone pour les générations futures. Aujourd'hui, je retrouve Bruno Botta, membre du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Eh bien, je suis actuellement donc dans le local du SAU à Vincennes avec Bruno Botta. Bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Alors, merci de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Alors, depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie? Alors, je m'intéresse à l'ufologie depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Ça commence à remonter. J'ai toujours été passionné. J'ai découvert un vieux magazine Historia dans la bibliothèque de mon père. Et je me suis lancé comme ça dans l'ufologie. Que vas-tu nous présenter? Alors là, je vais vous évoquer un bouquin, un des premiers bouquins que j'ai lu. Et c'est ce qui m'a lancé dans l'ufologie, entre autres. C'est Le mystère des ovnis de Jacques Perrin. Voilà, dans les aventures mystérieuses. Un bouquin que j'ai dévoré. C'est ce qui a lancé ma passion avec les apparitions de martiens. Voilà. Et j'ai aussi le numéro d'Historia. Ça a commencé par une histoire très célèbre qui s'est déroulée dans les années 50. Dans la vague 54, l'histoire de Yvette Leboeuf, notamment très célèbre. Et ça a été un des déclenchements aussi de ma passion. Voilà. Une fameuse histoire, donc je m'en souviens même comment ça commençait. Soudain raconte-t-elle aux gendarmes, ma petite chienne se mit à aboyer. Je vis qu'elle était en arrêt devant ce que je pris tout d'abord pour un épouvantail. Mais en m'approchant, je m'aperçus que cet épouvantail avait deux gros yeux plus gros que les nôtres, et qui me le fixaient. Je réalisais que j'étais en face d'un être à la figure bien humaine, mais plus petit. J'étais cloué en face par la peur. Cette créature se mise à avancer vers moi. Voilà, ça commence comme ça en fait le témoignage. Et c'est un cas vraiment qui m'a passionné, et c'est ce qui a déclenché ma passion de l'ufologie. Voilà. Ah bah je savais pas que c'était le cas de Chabeuil qui te passionnait. Oui, tout à fait. Et j'ai dévoré cette histoire et je me suis penché sur plusieurs bouquins. J'avais un bouquin aussi, les OVNI dossiers brûlants des éditions Atlas. Un bouquin où il décrivait pas mal de choses du monde entier. Pareil que j'ai dévoré aussi, j'ai appris plein de choses. J'ai fait connaissance de grands ufologues internationaux. Et j'ai pu avoir accès à des affaires que je connaissais pas l'existence, quoi. Est-ce que tu as observé quelque chose? Moi non, mais ma grand-mère a observé dans les années 50 une rencontre du troisième type, justement. Si tu peux nous en parler. Parfaitement inconnu, ça s'est déroulé en 1955, en juillet. Il était 23 h. Elle habitait du côté de... C'était en Seine-et-Marne. Et elle avait une envie pressante, on va dire. Et elle est sortie et elle a vu un truc exceptionnel, quoi. Un espèce d'engin rond, en forme de soucoupe, avec des petits hublots, avec deux personnages à côté, en combinaison argentée. Et le souvenir qu'elle m'avait dit, c'était leur visage était comme des anges. Et très très beau, très... Ah. C'est le souvenir que je me rappelle en fait. Et elle te l'a raconté comment? Alors en fait, ce témoignage? elle m'a dit ça très âgée, elle avait 80 ans, au début des années 90, parce que ma grand-mère est morte en 2000. Et il a fallu qu'elle le dise, qu'elle en parle, de cette fameuse histoire, et c'est là qu'elle s'est révélée. Elle a parlé à moi, à mon frère, à ma soeur, à ma mère, qui était présente. Moi, ce qu'elle m'a décrit, elle m'a dit, je peux t'assurer, mon petit-fils, ça venait pas de notre monde. C'était un truc, elle n'avait jamais vu ça, un truc complètement exceptionnel, et ça a duré, c'était assez rapide quand même l'observation. L'engin a décollé dans le ciel très rapidement en plus, très lumineux, ça... Un truc vraiment... En plus à l'époque, elle n'avait pas vraiment les notions. C'est comme déroulé en 1955, il fallait vraiment connaître, quoi. Et surtout ma grand-mère, elle n'était pas du tout là-dedans. Ça l'a effrayée? Elle était étonnée, on va dire. Effrayée, non, peut-être pas. Mais
ça l'a quand même pas mal marqué, quoi. Et bon, moi j'en parle, mais j'en parlerai peut-être pas forcément comme ma grand-mère l'a vécu. Tu vois, c'est pas facile d'en parler. Elle aurait pu me décrire vraiment. Moi, je me rappelle des souvenirs qu'elle m'avait dit. Et moi, en 90, bah, j'étais quand même plus jeune. Il y a des trucs que j'ai retenus, si je n'ai pas retenu tout complètement. Bon, petit à petit, j'essaye de reconstituer l'histoire. J'ai plus de détails maintenant. Ma mère a été la seule témoin. Et en plus, à cette époque-là, dans le coin où elle habitait, c'était que des bois autour. Il y avait quelques habitations. Bon, maintenant, ça a bien changé. Hein. 2019, tu as des bâtiments partout. C'est méconnaissable. Et je suis allé sur les lieux, ça a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir comme c'était à l'époque, en 55. Quoi. Et c'est un truc vraiment qui l'a marqué. Il y avait une trace ou pas après? Bah, elle m'en a pas parlé. Elle m'a pas parlé de traces et tout. Moi, j'ai pas de souvenir de traces. Elle m'a parlé qu'elle avait vu un truc parfaitement incroyable. Mais dans tes souvenirs, les entités, oui. Elles avaient quel comportement? C'était assez particulier. Je sais que je me rappelle d'après mon souvenir qu'il y en avait un qui avait une espèce de boule dans les mains. Tiens. Mais tu sais, j'essaye d'avoir vraiment le plus de renseignements possible, que ce soit le plus fidèle, le témoignage de ma grand-mère. Vu que je ne l'ai pas vécu, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas... J'essaye de raconter ce qu'elle m'a dit à l'époque, mais ça sera pas pareil que ma grand-mère. Genre peut-être pas les mêmes émotions que ma grand-mère, tu vois, c'est ce côté-là. Et ils étaient en tenue argentée, bon les visages, ils avaient le type humain. Bon, le type humain, mais bon, vu qu'il y avait la distance, on voyait pas forcément les détails et tout, il y avait peut-être des choses différentes. Ils avaient une combinaison argentée. Et en fait, elle m'avait dit, comme des anges, parce qu'ils étaient beaux. Ils avaient quelque chose, ils dégageaient quelque chose. Et au début, bah, moi je disais, tiens, ça m'a fait penser toi, à Mdaski, les grands blonds et tout ça. Et avec le recul, j'ai pris des témoignages de ma mère et tout ça. Et ça s'est révélé que bah, c'était pas du tout le type Adamski, tout ça. C'était complètement différent. Au début, c'est ce que je pensais. Mais avec le recul, en reposant des questions à ma mère, à ma soeur, ses souvenirs, à mon frère, on n'a pas vraiment de détails. Vu qu'il y avait une distance, je pense pas qu'elle a eu vraiment, elle pouvait détailler à ce point-là. Moi, elle m'a dit que c'était beau comme des anges. D'où me vient ma passion. Bon, après, par la suite, j'ai lu beaucoup de bouquins et je me suis penché aussi sur les cas de rencontres du troisième type, les apparitions du phonaute dans le monde entier. Et je me suis penché sur tous les témoignages du monde. Et étant gamin, bah, j'ai fait des petits bouquins d'amateurs où j'ai des petits croquis. Bon, j'ai le fameux dessin de Madame Leboeuf. Voilà, à peu près, hein, arrangé à ma sauce. Hein, j'ai essayé d'être le plus fidèle. Voilà, et j'ai évoqué pas mal de cas aussi dedans, célèbres. Bon, le cas d'Amdaski, ça c'est le cas de 47 du professeur Jahanis. Il y a pas mal de cas aussi, ça c'est la vague de 54. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la créature qui est apparue en 63, dans le Ken. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a Maurice Mas, bien sûr. Et d'autres cas célèbres, le cas de 74 avec les deux humanoïdes là. Il y a des cas un peu plus récents. Là il y a le cas de Chypre avec l'aide un peu photomatique qui était décrit. C'était le champ de Dakota à Chypre en 1958. Voilà, donc j'ai décrit ça aussi. Et il y a pas mal de descriptions en fait, j'essaye d'être le plus large possible. Et derrière en fait j'avais fait un petit texte pour évoquer en fait le bouquin. Voilà, ça c'était le premier. J'ai fait un deuxième tome où j'ai appris encore d'autres cas. Donc là un cas de 94, Jimmy un enfant, des cas argentins des années 50. Ça c'est un cas de 96 de Porto Rieux.
Ça, c'est un cas danois de 1980. Des créatures Sig Bigfoot qui sont apparues en 73 aux États-Unis par un père avec ses 2 enfants. Voilà. Donc, il y a des cas aussi de créatures totalement étranges. Là, c'est un cas de 62, un humanoïde avec 3 yeux qui est apparu en Argentine, notamment. Il y a le cas de 1963 du Brésil avec le fameux cyclope. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus large possible. Donc j'avais fait un 2e tome à l'époque. Voilà. Alors je vais monter la première pochette. Voilà, ça c'est la cour, l'arrière. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Et l'arrière. Avec le cosmos. Alors c'était une des premières études que j'ai fait sur les ovnis et notamment sur les êtres venus d'ailleurs. Cette étude t'a mené à quoi après? Est-ce que t'as beaucoup réfléchi? Alors j'ai pas mal réfléchi, je me suis penché sur tous les cas. Bon, il y a des cas qui reviennent plus souvent, notamment des petits êtres chauves. Il y a les géants aussi qui apparaissent souvent, surtout dans l'Amérique du Sud. On a aussi les cas français, on a quelques cas avec des créatures velues, notamment au Brésil, au Venezuela. Il y a eu énormément de descriptions différentes et tout ça je me suis penché et par la suite j'ai acheté le fameux bouquin d'Eric Zurcher, Les apparitions d'humanoïdes de 79, que j'ai récupéré chez un bouquiniste, que j'ai eu quand même à un certain prix. Et ce bouquin m'a fasciné et ça m'a vraiment lancé dans l'étude des ufonautes. Quel a été ton parcours ufologique? Est-ce que tu as adhéré à des groupes, des associations, Alors, des sites internet, des forums? Alors les forums non, les associations, le SO, depuis 3 ans. Là. Par hasard, j'ai dit tiens, j'allais à une réunion, un jour, j'ai assisté à OVNI Paris. Et j'ai rencontré Gilles Durand, Thierry Rocher. Et c'est comme ça, j'ai dit tiens, pourquoi faudrait que je me lance dans des associations. Et par la suite, je suis arrivé à OVNI Paris. Patrick Galateros m'avait proposé, parce que l'ancienne équipe, une bonne partie, ils arrêtaient. Et il fallait de la relève. Et Patrice m'a proposé ça avec François Wilbert. Et j'ai dit un grand oui, j'ai dit tiens, pour le renouveau, on va relancer l'aventure OVNI Paris. Quoi. Et depuis, je fais ça depuis 3 ans. Et ça se passe très bien. Et que penses-tu de l'association OVNI Paris OVNI Paris, c'est un pur bonheur. Depuis que je suis dedans, je rencontre plein de gens formidables. Je suis passé carrément de l'autre côté. Le petit passionné dans son petit coin. Non, t'es actif. Je suis actif, voilà. Qu'avant j'étais dans mon coin, j'avais beaucoup de connaissances, mais je rencontrais pas forcément les gens. Moi, je suis un petit nouveau dans le domaine. Mais t'étais sur des forums ou pas? Non, même pas. Non, même pas. Tu sais, moi j'étais vraiment le passionné d'ufologie dans son coin. Et il a fallu ce déclenchement, les soirées ufologiques, parce que j'ai commencé par les soirées ufologiques, et après je suis été à OVNI Paris, par la suite. Et ça a été le déclenchement. Mais tu parles des soirées d'ufologie de quoi? Les repas ufologiques de Paris. Ah oui. Tout à fait. Et ça a été le déclenchement. J'ai dit tiens, il y a quand même des choses intéressantes. Et voilà. Et après je me suis lancé dans l'aventure, on va dire. Voilà. C'est qui t'a on va dire renseigné? C'est Gilles Durand ou Thierry Rocher? Alors en fait, la première fois que j'ai été au SO, j'ai été reçu par Thierry Rocher. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée aussi. En fait, Thierry Rocher, je l'ai rencontré à un festival du fantastique qui s'appelait le Galactic Day. C'est une convention qui regroupe tous les passionnés de cinéma. Étant moi-même passionné de cinéma, de science-fiction et de fantastique, donc j'ai assisté à cette convention et j'ai rencontré Thierry Rocher et Rémi Fauchereau qui étaient présents sur leur stand. T'es pas à Auxerre? Auxerre, tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme ça que ça a déclenché. J'ai commencé à rentrer dans l'association Le Sceau par la suite. J'ai été une première fois dans le local de Vincennes où j'ai parlé justement à Thierry de l'histoire de ma grand-mère, je lui ai évoqué. Il y a quelques points qui ont changé depuis la première fois, parce que j'ai appris des choses, notamment la description des êtres. J'avais dit à Thierry que c'était plutôt des blonds, mais en fin de compte non.
Je l'ai mal interprété. J'en ai reparlé à ma mère. Ma mère m'a dit c'était comme des anges, leur visage. Mais on voyait pas leurs cheveux, c'était plus une sorte de capuche. Ou alors chauve, voilà. On voyait pas trop... Il y avait quand même une certaine distance, on pouvait pas décrire complètement. De grands ufologues qui ont passé leur vie à connecter des enquêtes. Ils ont assisté aussi à pas mal d'événements. Donc c'est primordial d'archiver. Voilà. Le saut égale sceptique, Ouais. c'est complètement faux. Étant membre depuis 3 ans, c'est une légende. J'ai rencontré des gens formidables depuis que je suis à l'association. Et j'en suis membre et je resterai membre de nombreuses années. Quand tu as adhéré au saut, tu as adhéré avec... tu comptais aider pour les tri d'inventaire ou tu avais un projet? Non, moi ce que je voulais c'était préserver les archives ufologiques. Et pour moi c'était une priorité. Je voulais que les archives se conservent sur de nombreuses années, qu'il y ait toujours une trace. Quelqu'un qui a travaillé pendant des années, que ça soit conservé. Et que les générations futures puissent justement consulter tout ça. Et que penses-tu du saut? Depuis que je suis au saut, j'ai aucun problème, je rencontre des gens complètement différents, avec chacun leur point de vue sur le phénomène OVNI. Et je m'enrichis petit à petit. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas acceptées à une certaine époque. Maintenant, je suis plus tolérant sur certaines choses, parce que j'ai rencontré certaines personnes qui ont su me convaincre. Je reste sur mes positions sur certains cas, par rapport au cas de ma grand-mère. Donc je peux pas être complètement négatif là-dessus. Mais bon, j'ai ma croyance personnelle à moi, mais au sein du saut, c'est très très riche, il n'y a aucun problème. Tu as déjà participé à des tris d'inventaire? Oui. Tu peux dire aux auditeurs comment ça se déroule? Les tris d'inventaire chez le saut, c'est très très bien. On passe des heures à classer des archives, des gens qui se sont penchés pendant des années. J'ai accès à des choses que j'avais pas l'habitude d'accéder habituellement. Alors moi je m'enrichis avec beaucoup de petites trouvailles, des documents que j'ai jamais vus en fait. Et là j'y ai accès. Tu te considères ufologue, chercheur ou ufophile? Alors j'étais ufophile, je deviens un peu ufologue. Parce qu'en ce moment je suis en train de mener une enquête d'un cas marocain du père d'un de mes amis qui aurait eu une fameuse rencontre dans les années en 1980. Il aurait vu un être noir, tout noir, avec une capuche, avec les yeux vachement lumineux, 2 yeux lumineux, un peu comme les Jawa dans Star Wars. Typique. Et j'enquête là-dessus en ce moment, et bon, j'en aurai un peu plus de détails par la suite. Mais tu vas aller sur place? Je vais rencontrer justement le témoin, qui a un certain âge quand même, donc on prendra le temps, on aura le maximum de renseignements sur cette rencontre. Et voilà, c'est un cas pareil, complètement inédit, et ça s'est déroulé au Maroc en 1980. La région... Mais c'est un cas sans ovni. Il n'y a pas d'ovni. Mais j'en saurai plus par la suite. Voilà, je suis dessus en ce moment. Il y aura plus de renseignements. À la prochaine interview. Tout à fait. Dans la vie d'un ufologue ou un ufophile, un passionné, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Le plus dur à vivre? C'est déjà la méprise des autres, je pense. Les railleries? Oui, tout à fait. T'en as déjà eu? Tu nous en parlais éventuellement? Oui, je me rappelle, étant gamin, j'avais fait un exposé sur les ovnis, où j'avais évoqué justement la vague de 54, et j'avais évoqué des histoires très célèbres, notamment le cas d'Yvette Leboeuf de 54. Et les gens qui étaient, les élèves qui étaient là, m'ont pris vraiment pas au sérieux. Voilà, donc c'est un mauvais souvenir que je garde. Est-ce que tu trouves qu'il y a une discrimination concernant les passionnés du phénomène OVNI? Oui. Dans la société, qu'il y a une sorte d'intolérance, une sorte d'ufophobie? D'ufophobie, et tout de suite on vous laisse une étiquette pas sérieux. Voilà. Et moi je peux vous dire que l'histoire de ma grand-mère, telle qu'elle l'a vécue, elle en tremblait.
C'était surtout que ma grand-mère, elle l'a évoqué 10 ans avant qu'elle décède. Donc si elle aurait voulu se faire de la publicité, elle en aurait parlé bien avant. Il y a énormément de personnes aussi qui ont vécu ça et qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas témoigner. Là justement, je suis en train d'enquêter sur un cas marocain Comme tu en as parlé tout à l'heure. Tout à fait, d'un monsieur justement qui a fait une super rencontre dans les années 80 avec un être étrange. Et pour moi, il y a un côté ufologique aussi. Voilà, donc je suis dessus, je suis en train d'enquêter au maximum. Quelle est ton opinion au sujet du phénomène OVNI? Alors moi je suis assez partagé, c'est vrai que au début, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'hypothèse extraterrestre, comme pas mal de jeunes. Voilà, avec le recul, je le verrais pas comme ça. Pour moi c'est plutôt autre. Moi je le vois plutôt extradimensionnel. C'est plus mon opinion à moi, personnellement. Voilà. Et avec le recul, je m'aperçois qu'on tombe plus là-dessus. Voilà. En étudiant le phénomène, voilà. L'hypothèse extraterrestre, elle s'éloigne petit à petit. Voilà. Je l'avais mis en tête de liste, mais maintenant, voilà. Je suis un peu plus sceptique sur l'hypothèse extraterrestre. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est plus extradimensionnel. Et pourquoi? Il y a toujours un pourquoi. Ça me paraît évident, parce que le côté extraterrestre et tout, ça me paraît un peu gros. Enfin, c'est... Voilà, vu tout ce que j'ai lu, les témoignages vécus par des passionnés, on y vient à ça. Enfin, qu'est-ce que tu penses de l'ufologie actuelle? En France, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de relève, et ça me fait peur pour l'avenir. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui se lancent. Et le problème, c'est qu'il y a des témoignages et tout ça. Il y a plein de trucs qui vont disparaître à tout jamais. On n'aura pas de traces. Et il faut absolument une relève. Pour les jeunes qui arrivent, oui. Tu leur conseillerais quoi? Qu'ils aillent, qu'ils foncent, qu'ils se lancent. Parce qu'il y a beaucoup de choses à conserver. Et il y a plein de mystères que le public ne connaît pas. Et il faut qu'ils se lancent. Voilà. Je leur dis un grand oui. Allez-y, lancez-vous. Et aux personnes qui ne connaissent pas le saut? Ah bah qu'ils adhèrent. On en a besoin, parce qu'il y a quand même pas mal d'archives à trier. Donc on compte sur eux, des générations nouvelles qui arrivent. Quelle serait pour toi, attention, ton ufologie idéale? Ah, l'ufologie idéale. Il y a le maximum d'enquêteurs. Des gens qui sont sur le terrain, des gens qui prennent le plus de renseignements possible, et c'est ce qui manque. Voilà. Pas des gens qui sont devant leur écran et qui se contentent de témoignages existants. Non, il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens, poser le maximum de questions, enquêter, voir s'il y a d'autres gens qui ont vécu ça. Voilà. Moi, c'est la grosse priorité, quoi. Eh bien Bruno, je te remercie d'avoir répondu à cette première session plaisir, des mémoires de l'ufologie. Avec plaisir. Puis je te reverrai certainement une autre fois. Avec voilà. plaisir, tout à fait. Et puis à bientôt sur les ondes. À bientôt, Gilles. Au revoir. Au revoir, Gilles. Voilà, c'est la fin de cet entretien des mémoires de l'ufologie francophone. Je tiens à remercier Bruno Botta de son intérêt par rapport au phénomène OVNI ou au phénomène aérien non identifié. Quand je l'ai rencontré et interviewé au mois de mai 2019, Bruno était membre d'OVNI Paris, mais également membre du SAUT. Cela ne change pas. Mais entre-temps, il s'est constitué un petit groupe d'enquêteurs dans le département de l'Oise. Il a été interviewé dernièrement par France 3 Picardie. Et donc, il se peut qu'à l'avenir, ODH TV recroise le chemin de Bruno Botta pour lui poser des questions sur ses investigations dans la région Île-de-France. Je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il effectue au sein d'OVNI Paris, au sein du SAUT, au sein de son petit groupement, mais également le remercier de tous les commentaires qu'il envoie sous chaque vidéo d'ODH TV 2 ou d'ODH TV Archive. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Nous recevrons un autre ufologue, un autre veilleur. Je vous souhaite à tous une excellente journée
et à très bientôt sur ODH TV.